son année 2024, comment faire pour réussir professionnellement son année à venir. Et je ne suis pas seule pour en parler. Notre coach et traducteur Patient Anon est déjà avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lorraine, c'est Patient Non. Patient Non. Je m'en excuse pleinement. Pourtant j'ai écrit Patient Non. Mais... Alors j'imagine, comment vous portez ce matin? C'est la fête, enfin nous sommes en période festive, le réveillon de la Saint-Sylvestre, comment il se prépare? Bien, moi je me contente de me reposer en raison de mes convictions, parce que voilà, je suis témoin de Jéhovah et je ne m'implique pas forcément dans ces célébrations. En revanche, je n'ai rien contre ceux qui s'y impliquent. J'en profite pour me reposer en tout cas. Voilà, un peu de repos, ça fait pas de mal, parce qu'après toute une année, on a forcément eu pas mal de projets, on a couru derrière beaucoup de choses, alors se reposer un tout petit peu en fin d'année, ça fait de mal à personne. Alors avec vous ce matin, je le disais, on va parler de la réussite financière, la réussite professionnelle d'une année. Alors peut-être d'entrée de jeu, on pourrait commencer par savoir déjà c'est quoi réussite financière, c'est quoi réussite professionnelle. Alors de mon point de vue, la réussite est d'abord un voyage et donc elle se considère d'un point de vue tout à fait personnel. Donc en ce qui concerne la réussite financière, pour moi, elle s'articule autour de trois grands axes. Principalement, une éducation financière, parce que beaucoup qui échouent dans leurs finances, c'est parce qu'ils n'ont même pas acquis les bases en matière d'éducation financière. Le deuxième point, en l'occurrence, il s'agit de la croissance continue. Il faudrait régulièrement travailler à soit améliorer ses revenus, soit améliorer la qualité de ses revenus ou la quantité de ses revenus. Et en dernier ressort, il faudrait travailler le contentement. C'est aussi ça la réussite financière parce que il est estimé qu'à peu près 19% de la population mondiale vit au-dessus de ses moyens. Et donc, si on travaille le contentement, peu importe le seuil où on se trouve en matière de finances, on peut très bien vivre décemment à ce seuil-là, en travaillant, comme je disais plus tôt, à une croissance continue, mais sans envier ceux qui sont soit au-dessus ou sans dénigrer ceux qui sont en dessous. Parce que à toutes les échelles de la vie, on a forcément des gens au-dessus et forcément des gens en dessous. Je pourrais développer sur ces trois axes-là encore si... voilà, justement, j'allais venir. Vous avez fait mention de l'éducation financière tout à l'heure, de manière concrète, de manière un peu terre-à-terre. C'est quoi l'éducation financière? L'éducation financière, en l'occurrence, c'est en apprendre sur les bases des finances. Par exemple, faire la distinction entre dépenses et investissement. Dépense, c'est une sortie d'argent. Investissement, c'est également une sortie d'argent. Mais quelle est la différence entre les deux? Les dépenses sont généralement des sorties d'argent qui sont sans valeur ajoutée particulière. L'argent qui sort pour sortir, quoi. En fait. Alors que les investissements, c'est une sortie d'argent consacrée à une possibilité, un potentiel de valeur ajoutée, avec un potentiel de valeur ajoutée ou un potentiel réel même de valeur ajoutée. Par exemple, quelqu'un qui investit sur des vêtements, ça c'est une dépense en principe. Mais une valeur ajoutée, quelqu'un qui achète par exemple un livre, il a également sorti de l'argent. Mais il sort de l'argent s'il a bien planifié cette sortie d'argent et a bien choisi son livre, eh bien, il peut en sortir plus riche mentalement, plus riche financièrement, parce qu'il aura peut-être obtenu des stratégies qui lui permettent d'en apprendre davantage. Et même en matière de coaching, quelqu'un qui dépense pour un coaching investit et ne dépense pas forcément pour se faire plaisir. Et ça peut faire la part des choses. Il y a également des idées ou des notions comme le passif, ou l'actif. Il faut bien savoir, c'est à peu près le même champ de réflexion et également la différence entre les dettes utiles et les dettes inutiles. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent, qui contractent des dettes inutiles, des dettes pour impressionner, des dettes, alors qu'à côté, soit on évite des dettes, soit on contracte des dettes utiles qui peuvent être à valeur ajoutée, c'est-à-dire nous permettre de générer du revenu. En parlant justement des dettes utiles, parfois on se retrouve dans des situations où on a peut-être un cas urgent de maladie, on n'a pas forcément de l'argent sur soi, mais là c'est pas un argent qui va, on va dire quoi, qui va créer de la valeur. Mais si, ça crée de la valeur, ça sauve une vie. Ça crée de la valeur, ça sauve une vie. Le problème maintenant est... On peut revenir, ou alors peut consister à analyser les causes de cet emprunt. Est-ce que cet emprunt est dû à une mauvaise gestion des ressources que nous avons gagnées, que nous avons générées tout au long du mois, tout au long de l'année? Là, ça peut faire la différence. Si j'ai passé
toute mon année à consommer de la boisson avec mon argent et que j'ai soudain un cas de maladie de mon enfant ou de mon épouse, il est clair que là, ça peut devenir un endettement inutile parce que j'aurais pu épargner de l'argent pour faire face à ce contretemps. Voilà. Donc, il est important, et c'est pourquoi une éducation financière au moins minimale est fondamentale pour aborder l'année. Voilà. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de croissance continue. Lorsqu'on est par exemple, on va dire, employé, lorsqu'on travaille dans le secteur, disons, informel peut-être pour se rapprocher du Camerounais lambda lorsqu'on est à son propre compte et que dans les mêmes, on va dire quoi, les recettes de la journée, on va puiser dedans pour s'occuper de la maison, on va puiser dedans pour peut-être payer le loyer, etc., etc. Comment on fait donc pour croître de manière continue dans ces circonstances? Alors, beaucoup de coachs et beaucoup de financiers s'accordent pour dire qu'il faut toujours systématiser une épargne. Une épargne qui devrait à minima refléter les 10% du revenu généré. Donc, si on suppose que nous sommes un commerçant lambda qui gagne environ 10 000 francs, j'allais dire par semaine, alors, disons 10 000 francs donc par jour, c'est vous qui le dites, 10 000 francs par jour, alors on peut se dire qu'on épargne 1 000 francs. Alors, ramenons même à 5%, on épargne 500 francs tous les jours. Imaginez-vous ce que représente 500 francs épargnés par jour sur 10 000 francs de revenus au bout d'un an. Par jour, 500 francs, on estimera à minima ce gain à 50 000 francs. À minima, vraiment, faut être, si on veut être le plus minimaliste possible, à 50 000 francs. Et avec 50 000 francs, on peut réinvestir. Si on est par exemple vendeur de tomates, les 50 000 francs peuvent permettre d'étendre son activité. Par exemple, à côté de la tomate, vendre des légumes frais, vendre quelques fruits. Et ça, on est en mode croissance continue et on n'a pas besoin de se comparer à un Aliko Dangote. On peut justement évoluer et c'est pourquoi avec une telle vision, une telle éducation financière de base, on peut au bout de 5-10 ans réaliser des choses qu'on n'imaginait pas. Bill Gates disait, on surestime ce qu'on peut réaliser en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut réaliser en 10 ans. Donc, à force d'y faire un peu, on peut réaliser de grandes choses avec de la patience et de la persévérance. Voilà, vous avez aussi fait mention du contentement, mais sauf que nous sommes dans un siècle où il faut à tout prix, où c'est un peu une sorte de concurrence parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a l'entourage. Vous avez peut-être des conseils de famille en fin d'année où X viendra garer sa voiture, tel autre viendra avec un téléphone dernier cri, vous aurez quelqu'un d'autre qui viendra avec la toute dernière sortie, je ne sais pas moi, de greffe brésilienne ou de tout du genre. Est-ce que c'est facile? Parce que le dire comme ça, il faut se contenter, mais est-ce que psychologiquement, c'est facile? Et si oui, comment se fait pour s'y prendre, surtout pour les plus jeunes qui sont encore influencés par le matériel? Le contentement, c'est le secret. Et vous avez utilisé un verbe fondamental, l'influence, se faire influencer. Et l'influence dépend de la compagnie. Et dernièrement, j'ai produit une masterclass sur ma chaîne YouTube. Je pourrais la partager plus tard. Mais cette masterclass parle de la gestion du temps. Aujourd'hui, on estime à peu près 60% du temps d'une journée que la plupart des gens consacrent à leur téléphone et à Internet. Alors, pendant ces 60% du temps, qu'est-ce que vous regardez? Par qui ou par quoi vous laissez-vous influencer? Si vous vous laissez influencer par des gens qui souvent, mensongèrement, veulent vous faire croire qu'ils en ont beaucoup et qu'ils en ont tellement en permanence, souvent ils vivent sous le coup de nombreuses dettes, soit dit en passant. Est-ce que c'est ça qui vous influence? Est-ce que c'est par ces contenus-là que vous choisissez de vous laisser influencer? Ça va de soi que vous ayez tendance même à voler ce qui ne vous appartient pas ou à usurper des identités pour devenir qui vous souhaitez être sans avoir les ressources nécessaires pour le devenir en réalité. Donc, la meilleure façon de s'y prendre, c'est justement de s'entourer de personnes qui ont une vision positive. Il y a des personnes, même des milliardaires, qui sont raisonnables, qui sont pondérés. D'ailleurs, la plupart des riches ont même tendance à être pondérés, des vrais riches. Mais les riches qui s'exhibent et qui s'affichent beaucoup, parfois ne sont pas forcément les riches du fond, en réalité. Je crois que Elon Musk disait dernièrement que l'on peut être pauvre, plein aux as, c'est-à-dire avoir beaucoup d'espèces, mais être pauvre dans l'esprit, et pourtant être riche sans le sou. Justement parce que le riche sans le sou, c'est celui qui sait créer, développer de la richesse, alors que le pauvre plein aux as n'a que ses sous, et s'il les perd, eh bien, il est réduit à rien du tout. Voilà. Alors, on a donc passé là au peigne fin les préalables pour réussir son année
financière, se contenter, croître de manière continue. Et puis, un minimum d'éducation financière. Mais maintenant, dans notre société, il y a quand même des obstacles parce que c'est pas comme si c'était facile de se faire une éducation financière. Déjà, par exemple, de par nos cultures, il y a certaines cultures où carrément, on ne va pas laisser les plus jeunes au contact de l'argent. Est-ce que justement, cette manière de grandir ne constitue pas un frein à l'éducation financière? L'éducation financière pour les plus jeunes, ce n'est pas les mettre en possession de l'argent. Tout est question d'état d'esprit. Pour un enfant, par exemple, d'un certain âge, je prends par exemple le cas de ma fillette de 6 ans, c'est avec mon épouse et moi, on réfléchissait dernièrement au fait qu'à partir de l'année prochaine, il est possible que désormais on lui remette de l'argent de poche. C'est possible. Mais avant ce moment, on lui parle d'argent. On lui parle de l'importance de bien le gérer, au risque de ne pas en avoir au moment où on en aura le plus besoin. Donc, quand on en parle ainsi à un jeune, à un enfant et même à un adulte qui accepte de se laisser accompagner, de se laisser coacher, moi je dirais même que le problème n'est pas tant l'argent. Le problème, c'est davantage notre état d'esprit. Nous sommes souvent enclins à l'orgueil, un orgueil mal placé, on ne veut pas écouter de conseils, on ne veut pas suivre de coach, on ne veut pas, on est souvent enclin... On n'aimerait pas que quelqu'un nous dise comment dépenser notre argent. Voilà. On est parfois enclin à la procrastination ou à des dépenses peu pertinentes. Par exemple, quelqu'un à la fin de cette année va prendre toutes ses économies et les investir dans le plaisir, dans la fête. Et il sera le premier à se plaindre en janvier d'être sans le sou. Alors que, écoutez... souffrir de janviose. Voilà. Alors que, il suffit d'écouter cet extrait d'échange pour que s'il le met en application ou en pratique, eh bien, que son année démarre autrement. Souvent, même des formations gratuites sont proposées et les personnes refusent, s'abstiennent, hein, j'utilise un verbe dur, s'abstiennent de les suivre, alors qu'une formation, fût-elle gratuite, peut permettre de changer de perspective et d'adopter des comportements salutaires à moyen ou à long terme. Voilà, alors, donc, j'aimerais qu'on apporte davantage de précision sur le cas des plus jeunes, parce qu'on a dit les plus vieux, on peut se faire accompagner, on pourrait, mais les plus jeunes, précisément les adolescents, qui sont déjà donc par exemple au contact de cet argent de poche-là, et qui parfois, parce qu'il y a des familles où des enfants se retrouvent à souvent, on va dire quoi, à dépanner leurs petits frères, est-ce que ça aide dans la gestion de leurs ressources? À dépanner leurs petits frères, dans quel contexte, par exemple? Vous aurez des cadets qui viendront vous dire, soit je veux un bonbon, ou bien un truc comme ça, ou un truc que le papa ou la maman aura refusé d'offrir, on va se tourner vers une grande sœur qui va peut-être prendre et donner. Vous-même, vous voyez que le cas de figure que vous décrivez est un cas de figure, comment dire, fautif, qui présente un problème. Justement. Si vous êtes la grande sœur Lorraine et que papa et maman de votre petit frère et vous-même, votre papa et maman dit non à votre petit frère, pas parce qu'il n'a pas les 50 francs ou les 25 francs pour les lui offrir, vous faites entorse à l'éducation de papa et maman sur votre petit frère en violant, en transgressant cette disposition de papa. En fait, on a intérêt à cultiver un esprit d'obéissance dans nos enfants en bas âge. Et il faudrait également cultiver ou développer un esprit de récompense. En réalité, il doit obtenir ce qu'il souhaite à condition lui-même d'être flexible et d'être obéissant. Vous n'allez pas récompenser un enfant qui a été têtu toute la journée, obstiné toute la journée, et lui donner en remerciement un bonbon. Vous lui dites... Le message que vous lui passez en filigrane, le message subliminal, c'est que, eh bien, cher ami, désobéis autant que tu le souhaites, tu as le droit d'être récompensé. Et quand il va évoluer comme ça, en société, ce sera exactement la même chose. Il croira sur la chaussée, avec à son volant, qu'il a le droit de passer dans tous les cas, et face à n'importe qui, face à même la maman âgée, qui traîne le pas et qui, selon lui, le ralentit. Alors que lui apprendre que quand on enfreint les règles, quand on ne respecte pas les règles, eh bien, on peut également écoper d'une punition, même sur ce qui, a priori, était dû. Donc, ce bonbon-là, qui peut-être est dû parce qu'il est un enfant et qu'il en a besoin, eh bien, on lui rappelle que cette journée particulièrement, tu as été très désobéissant et j'ai ce bonbon que j'aurais pu t'offrir, mais je le garde pour demain, au cas où tu es obéissant à la journée de demain. Et là, il comprend l'importance de l'obéissance et du respect des règles. Voilà, donc...
Ça, c'était un petit peu la partie théorique de la réussite financière et professionnelle. Maintenant, de manière pratique, si on est peut-être un travailleur et qu'en 2024, on souhaiterait soit investir ou alors peut-être quitter d'un point A à un point B, quelles sont les prédispositions dans lesquelles on devrait se mettre? On doit déjà planifier son année. Si au lieu de s'occuper de fêter, je n'ai rien contre ceux qui fêtent, si au lieu de s'occuper de fêter, il faudrait peut-être réserver au moins un petit temps avant la fin de cette année. Nous sommes le 29 aujourd'hui. On a encore 2 jours quand même. Voilà, 2 jours, jusqu'au 31, peut-être jusqu'au 1er, parce que le 1er est encore un jour férié. Pourquoi pas jusqu'au 1er, s'accorder même 1 heure pour réfléchir à son année. Et ne pas réfléchir à son année comme un plan, mais plutôt comme un projet. Je fais la différence. Le plan, c'est quelque chose qui a des limites ou des itinéraires bien fixes. Quand on vous donne, tout à l'heure, vous m'avez donné le plan pour arriver dans vos studios. Je n'ai pas moyen de passer autrement. Il faut que j'atteigne l'objectif par le chemin que vous m'avez donné. Ça, c'est un plan. En revanche, visualiser sa vie comme un projet, c'est anticiper les obstacles. Donc, c'est se dire, au bout de 2024, j'ai ceci que j'aimerais faire. Alors, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, j'ai tout intérêt à les contourner savamment en sollicitant toutes les expertises, toutes les intelligences qui pourraient m'aider en la matière. Mais l'idée est qu'en fin 2024, que j'atteigne tel objectif. Et décliner cela en objectif SMART. SMART, c'est-à-dire objectif spécifique, objectif mesurable, objectif atteignable ou ambitieux, objectif réaliste et maintenant objectif temporellement défini. Donc, je dois me dire, d'ici mars 2024 par exemple, il faudrait que je sois capable, si c'est dans le cadre professionnel, je sois capable d'obtenir 2-3 nouveaux clients. Si par exemple je suis un indépendant, un traducteur, 3 nouveaux clients. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre l'objectif de 3 nouveaux clients qui est mesurable au bout de 3 mois? Je pourrais savoir au bout de 3 mois si je l'atteins. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre au bout de 3 mois? Eh bien, au bout de 3 mois, avant que les 3 mois n'arrivent, il faudrait par exemple que j'améliore ma présentation sur les réseaux sociaux, que je ne mette pas des photos de moi avec des bières sur la table, par exemple. C'est pas parce que j'ai fêté que mes recruteurs vont m'apprécier pour cela avec autant de bières sur la table, parce que c'est contre-productif. Il faudrait maintenant que je travaille à contacter les potentiels clients pour leur dire ce que je sais faire et quelles sont les nouvelles compétences que j'ai acquises dans la foulée. Dans la foulée, au cours de l'année qui s'achève ou qui s'est achevée. Et maintenant, avoir un potentiel pour aller à la conquête de ses clients, même en privé. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai eu l'occasion de me présenter à toi comme traducteur. Tu ne le savais manifestement pas. Et on ne sait jamais. Ça peut signifier qu'un jour, si tu as besoin de traduction, tu me contactes. Donc, c'est globalement la vision qu'on voudrait partager. Et en la matière, il y a des lois, comme la loi de Pareto, la loi des 80-20, que nous partageons sous le label de Speed Expertise dans une chaîne WhatsApp. D'accord, sans publicité. D'accord, sans publicité, que voilà, les gens pourraient suivre de manière régulière et on va animer plus particulièrement à partir de 2024. Alors, après la planification, si justement on rencontre ces obstacles-là, les obstacles peuvent être, par exemple, si vous êtes employé, vous pouvez par exemple perdre votre boulot. Ce type d'obstacle, comment est-ce qu'on le contourne de manière concrète? En réalité, on doit anticiper même ce type d'obstacle. Aujourd'hui, la précarité de la vie est telle que si on est un employé, un salarié en l'occurrence, qu'on sache qu'à tout moment, on peut perdre son emploi. Et donc, il est important d'avoir des sources de revenus secondaires, des activités secondaires. Parfois, je le dis ainsi, c'est pas souvent, mais parfois, on peut être employé salarié et ce n'est pas forcément notre passion qui nous emploie. Alors, pourquoi ne pas penser à une activité secondaire qui relève de notre passion, par exemple, surtout les salariés. Les indépendants, par contre, eux se lancent souvent dans ce qui les passionne. Donc, à côté de ce qui les passionne, justement, ils ont intérêt à développer d'autres activités ou d'autres capacités et compétences qui vont leur ouvrir d'autres opportunités et donc qui leur permettront de se préparer à des éventualités comme celle-là, perdre un emploi ou perdre un client majeur et donc être capable de se reconvertir. Mais pour toutes les franges professionnelles, se
je veux dire, rebondir est fondamental. J'allais pas de se reconvertir, ça c'est possible, mais rebondir est fondamental parce qu'il y aura toujours des revers qu'on va essuyer à un moment ou à un autre. Et si on n'est pas capable de rebondir, c'est-à-dire de rester persévérant et résilient, j'allais même dire antifragile, eh bien on risque à chaque coup de succomber et donc de baisser les bras. Or, comme le disait Sénéga, renoncer est une forme de faiblesse. Ne soyons pas des faibles, on a intérêt à travailler cette force. Voilà, c'est sur cette belle citation qu'on va se séparer. On dit merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout pour tous ces conseils que vous nous avez donnés, voilà, que vous avez partagé avec nous et nos téléspectateurs. On espère, enfin, chers téléspectateurs, on espère que vous pourrez appliquer 2-3 trucs pour réussir votre année 2024, même si le coach l'a dit, la réussite demeure quand même relative pour tout un chacun, mais on aimerait quand même, au sortir de 2024, sourire un tout petit peu et être fier d'avoir atteint X ou Y objectif. Voilà, merci à vous, patient non. Merci Laurent. Coach et traducteur, on le rappelle. Et voilà, Cocorico se poursuit. Nous allons marquer, on va accompagner notre coach en musique. Nous sommes en période festive, voilà. Même si le coach ne fait pas, on va quand même le raccompagner avec un petit bout de musique. On prend cette respiration musicale et on se retrouve tout juste derrière pour une autre astuce, la dernière de l'année. À tout de suite.